Bonjour, nous, professeurs d'économie-gestion, faisons bien souvent le même constat. Beaucoup d'élèves entrent au lycée avec un niveau d'écrit faible. Ils peinent à vouloir écrire et les résultats sont souvent bien décevants, voire même alarmants lorsqu'on pense à la poursuite d'études. On se demande alors comment les élèves ont-ils pu sortir du collège avec un niveau si faible et comment nous pouvons les aider. Nous vous invitons à écouter Annie Portelette, professeure de français en collège, qui a mené des démarches pédagogiques pour faire écrire ses élèves. Ce type de dispositif pédagogique, qui s'inspire de recherches menées en sciences de l'éducation, a fait largement ses preuves dans des disciplines comme les maths, la SVT, le français ou l'histoire géo. Ces démarches pédagogiques sont malheureusement souvent méconnues au lycée, notamment en économie-gestion. À la suite de cette vidéo, vous pouvez venir consulter le site internet TRAM d'économie-gestion de l'Académie de Créteil afin de découvrir et de vous inspirer des différentes expérimentations menées autour de l'écrit. De nombreux professeurs de lycée s'interrogent sur les difficultés de leurs élèves à l'écrit et se posent des questions sur le travail qui a été mené au collège. En tant que professeur de collège, je peux dire que les mêmes interrogations existent au collège. On se pose les mêmes questions concernant les élèves qui arrivent de l'école primaire. Et ce sont les mêmes constats qui reviennent. Atteinte aux normes de la langue, à la grammaire, à l'orthographe, pauvreté lexicale, pauvreté syntaxique. En fait, au collège, sans doute comme au lycée, la langue des élèves est perçue comme un obstacle aux apprentissages. Parce que dans toutes les disciplines, il faut faire écrire les élèves et toutes les disciplines supposent à peu près maîtriser l'écrit et les normes de la langue. Or, à l'école primaire, au collège, les élèves font énormément de grammaire, d'orthographe. On écrit dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines où on écrit, les professeurs prévoient des temps de remédiation, de correction, de retravail sur l'écrit. Mais force est de constater que finalement, à l'issue des 4 années de collège, la situation n'a pas beaucoup changé et que les élèves en 3e perçoivent assez mal l'enjeu des normes de l'écrit. Pourtant, ces mêmes élèves, dans leur sphère privée, avec leurs copains, leurs amis, dans leur famille, avec les différents interlocuteurs de leur quotidien, n'ont pas de problème pour communiquer, pour se faire comprendre. Leur langue, c'est à l'école que leur langue pose problème et est perçue comme une difficulté. C'est sans doute une des raisons de leur incompréhension concernant l'attente et les exigences des professeurs. En fait, pour dépasser un peu ce hiatus, il convient sans doute de poser autrement le problème que de se focaliser sur les normes et la correction de la langue et d'initier d'autres démarches pour faire progresser les élèves à l'écrit. Pour cela, il est important d'avoir en tête 2 ou 3 grandes idées, mais les avoir très claires. La première idée, c'est de distinguer langue et langage. Le langage étant l'usage qu'on fait de la langue. La langue n'existe pas en soi, c'est une reconstruction faite par des grammairiens et des linguistes à partir d'énoncés produits par des locuteurs qu'ils ont pris comme objet de recherche et d'observation et à partir duquel ils vont reconstruire un système orthographique, syntaxique, lexical qui va s'énoncer en catégories, les noms, les verbes, les pronoms, les déterminants et en règles de fonctionnement, la syntaxe, les accords à l'intérieur des groupes. Le langage, lui, renvoie à la façon dont tout un chacun utilise la langue. On peut utiliser la langue pour communiquer, s'exprimer, on peut utiliser la langue pour raconter, décrire, expliquer, argumenter, et là on s'inscrit dans des formes de discours et des genres qui existent aussi dans les programmes scolaires. Enfin, on peut utiliser la langue pour élaborer de la pensée, pour réfléchir, pour travailler, et ça, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Maîtriser la langue, c'est donc bien sûr maîtriser le code de la langue, mais c'est aussi et surtout maîtriser tous les usages diversifiés de la langue et pouvoir circuler entre ces différents usages sans les exclure l'un l'autre. Cela signifie en fait que la langue des élèves, et je vais spécifier qu'il s'agit de la langue des élèves de milieu populaire, parce que c'est bien de cette langue-là dont il s'agit, que ces élèves-là sont très présents dans l'Académie de Créteil et très présents aussi, particulièrement dans les disciplines, les filières où vous enseignez.
Cette langue des élèves de milieu populaire, elle est essentiellement tournée vers la communication, elle est très marquée par l'oral, elle se réfère également à l'expérience pratique, mais elle correspond tout à fait à un usage possible de la langue, sans qu'elle soit perçue comme fautive ou particulièrement pauvre. Elle a toute sa légitimité en tant qu'usage possible de la langue. Mais ce n'est pas la langue attendue à l'école. Et la langue dont on a besoin à l'école pour construire des apprentissages. Cette langue des apprentissages, elle est marquée par l'oral, elle est marquée par l'écrit, pardon. Elle suppose un usage distancié, coupé de l'expérience pratique. Elle renvoie à un univers beaucoup plus abstrait, en lien avec les concepts, avec les notions qui sont dans les programmes. Jean-Yves Rochex parle de l'impersonnel des savoirs. Et un des enjeux majeurs de l'école est de permettre à ces élèves de milieu populaire d'entrer dans cette langue des apprentissages. Et cet enjeu est majeur si on ne veut pas que la réussite pour tous, ça ne reste qu'un slogan. Mais ceci sans demander aux élèves de renoncer ou d'abandonner leur usage premier de la langue, leur langue pour communiquer. Parce qu'en fait, cette langue-là, pour tout le monde, cette première langue, qui naît dans la famille, dans la socialisation familiale et immédiate, c'est une langue qui est constitutive de l'identité. Donc les deux fonctions coexisteront avec en gros une langue pour communiquer et une langue pour apprendre sans qu'elles s'excluent l'une l'autre. La deuxième idée forte à avoir en tête concerne l'écriture. La centration sur toutes les normes linguistiques et la correction de la langue, c'est la partie visible de l'écriture. Mais elle masque le véritable enjeu de l'écriture qui est avant tout un outil qui permet le travail intellectuel et non pas seulement un outil pour communiquer, mémoriser, restituer. Ce n'est pas seulement un oral qu'on mettrait aux bonnes normes de l'écrit. Écrire, c'est avant tout un travail d'élaboration de la pensée. Pour reprendre une phrase de Vygotsky, la pensée ne préexiste pas au langage. En effet, c'est dans la verbalisation, dans le travail sur la langue, que la pensée s'élabore, se clarifie, à travers le choix des mots, le choix des phrases, l'ordre de présentation des idées, et le tout orienté vers un destinataire absent, parce que c'est la grande caractéristique de l'écrit, alors qu'à l'oral, le destinataire est présent et peut interagir. À l'écrit, on est tout seul pour informer, expliquer, dire des choses à son destinataire. Entrer dans les normes de la langue est une chose importante, mais dans le travail qu'on va mener en classe avec les élèves, ça ne sera pas premier. Si on veut acculturer les élèves à l'écrit, au monde de l'écrit, la priorité est de leur faire éprouver les liens entre pensée et écriture, ou bien entre apprentissage et écriture. C'est fondamental, ces liens sont fondamentaux pour la réussite scolaire, mais restent très largement implicites à l'école. S'ils appréhendent ces liens à travers quelques expériences d'écriture et d'élaboration de la pensée, en fait, la nécessité des normes, petit à petit, prendra sens chez les élèves. Petit à petit, ils éprouveront le besoin d'un vocabulaire plus précis, l'usage de phrases complexes avec des liens, des connecteurs logiques pour rendre compte d'un raisonnement, la nécessité de bien ponctuer, segmenter son énoncé, organiser son énoncé pour être compris par ce destinataire absent. La troisième grande idée, c'est que le travail d'élaboration de la pensée à l'écrit est très coûteux, très lent. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Et cela, même pour un scripteur expert, peut-être que vous pouvez vous rappeler votre travail pour faire des dissertations pendant vos études, pour passer vos concours, et comment on peut avoir le sentiment d'être un peu en surcharge cognitive quand on est aux prises avec ce type d'écrit pendant un temps limité. Les élèves qui ne sont pas des scripteurs experts, eh bien eux, ils ne peuvent pas tout faire en même temps, ils ne peuvent pas être à la fois dans l'élaboration de la pensée et réfléchir et faire attention aux normes. Ils ne peuvent pas donc rendre à l'issue d'un premier jet un travail à peu près abouti où ils ont pu faire un travail en pensant aux normes de l'écrit. C'est au professeur, finalement, de concevoir un dispositif d'écriture
qui permettent à l'élève d'avoir le temps de cheminer, de travailler, de tâtonner, de brouillonner, de reprendre son travail, de le réélaborer et pas seulement de corriger les erreurs de langue. Un tel dispositif s'appuie sur tout ce qui concerne les démarches de réécriture. Alors, quelques pistes pour la réécriture, c'est pratiquer les écrits intermédiaires, parfois différents de l'écrit final attendu, ça peut être aussi un écrit qui n'est pas un écrit texte, mais un tableau, une liste. Organiser la circulation des écrits dans la classe et prendre quelques écrits d'élèves comme objet de travail collectif, et donc leur donner ce statut-là comme objet de travail dans la classe. Introduire entre deux réécritures un document, un texte qui permet d'enrichir un peu la réflexion, de créer une attitude un peu distanciée par rapport à l'écriture. Création aussi de consignes qui vont varier et qui vont évoluer tout au long du travail, et peut-être plus on va avancer dans le travail, elles vont se spécifier. Et puis enfin, à la fin peut-être de l'écriture, un temps dédié spécifiquement au travail sur les normes, en sachant que, en gros, tout au long des réécritures, eh bien, on constate que la qualité de la langue s'améliore, la surcharge décroît pour les élèves, leurs idées sont de plus en plus claires et du coup, ils pensent davantage à tout ce qui concerne la correction de la langue. Alors, c'est un dispositif de ce genre qui vous est proposé à la suite de ce petit exposé. Il a été mis en classe dans une 5e au collège, donc en français, après l'étude globale d'un roman de chevalerie, Perceval le Gallois, de Chrétien III, puisqu'on travaille sur le Moyen-Âge en 5e. Et dans ce travail, la première consigne que je demande aux élèves, c'est d'expliquer dans un paragraphe rédigé les principales étapes de l'évolution de Perceval, du début à la fin du roman, en leur disant, vous avez à votre disposition votre livre, votre classeur, donc, où il y a des traces de travaux collectifs sur l'œuvre. Alors tout mon propos et puis le dispositif qui est utilisé, et que vous allez découvrir, en fait est largement adossé à des travaux de recherche qui émanent principalement du groupe qui s'appelle le groupe ESCOL de Paris 8 Saint-Denis, notamment Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, groupe qui étudie les inégalités d'apprentissage et la manière dont elles se construisent. Autre référence, Bernard Lahire, sociologue de l'école, et un de ses ouvrages emblématiques, c'est Culture écrite et inégalité scolaire, qui reprend, vous voyez déjà rien dans le titre, toute la réflexion. Et enfin, pour toute la problématique autour de écriture, réécriture, texte intermédiaire, les travaux de Dominique Bucheton et Jean-Charles Chabanne, qui sont issus de l'Académie de Montpellier. Et notamment un ouvrage, Écrire en ZEP, un autre regard sur les écrits des élèves. Dans ce premier jet, JB a un rapport oral au langage. Il met tout en vrac ce qu'il a compris ou retenu, sans aucune idée d'itinéraire. Son écrit est la transposition de sa parole et fonctionne comme l'oral. Il ajoute les idées au fur et à mesure qu'elles lui viennent, dans une sorte de flux continu et chronologique propre à l'oral. L'idée d'un destinataire est par ailleurs absente. Il n'utilise pas non plus la ponctuation de l'écrit, il n'y a pas de point, pas de virgule, mais segmente son énoncé avec des « alors » et des « et » comme à l'oral. Même si on met ce premier jet aux normes de la langue écrite, avec une ponctuation, l'orthographe, le temps des verbes ou l'usage des pronoms corrects, l'écrit n'en est pas pour autant satisfaisant. Dans une seconde étape, on demande à l'élève de réaliser un écrit intermédiaire, pour penser et entrer dans la spécificité de l'écrit. La liste est un écrit non textuel, non linéaire comme le tableau. Il favorise le travail de la pensée. Toutes les surcharges figurant sur la liste sont autant de traces visibles de cette pensée qui s'élabore, avec les ratures, les flèches, les ajouts, l'accolade de JB qui a trié, éliminé, classé, regroupé, catégorisé. On constate qu'il a choisi la même fonction pour tous les combats.
Par ailleurs, la liste facilite la recherche de groupes nominaux synthétiques, sorte de titres d'étape. Si l'on observe ces mêmes traces du point de vue de la spécificité de l'écrit, on constate que par sa forme ouverte, la liste facilite le travail du brouillon, c'est-à-dire revenir sur l'écrit, y intervenir et le modifier. Les interventions de JB sur sa liste correspondent aux 4 opérations qui caractérisent le travail du brouillon, si étranger à de nombreux élèves. Ces opérations sont celles de supprimer-réduire, ajouter, expanser, remplacer, déplacer. On sort alors de la logique chronologique d'ajout de l'oral pour utiliser l'espace de la feuille. Dans une 3e étape, JB est invité à une réécriture pour réélaborer son premier jet. Dans la foulée de la liste, le retour à l'écrit linéaire et la réécriture n'est pas une simple correction ou une remédiation du premier jet. Il s'agit d'une véritable réélaboration. Le paragraphe réécrit manifeste une véritable mise à distance et du premier écrit et du roman. Celui-ci est perçu dans sa globalité et sa cohérence. Apparaissent la chronologie et la logique de l'organisation des étapes, ainsi que l'idée d'un itinéraire. Sur le plan de la langue, on note une amélioration significative, sans travail spécifique ni annotation sur les copies. Par exemple, la ponctuation est celle de l'écrit, avec des points. Les alors qui subsistent ont la valeur de lien logique. Les termes pour désigner les personnages se diversifient et l'emploi des temps s'homogénéise. La pensée s'étant clarifiée, la surcharge diminue et l'élève peut mobiliser ce qu'il sait déjà. JB devient lecteur de son écrit et intègre le souci d'un destinataire absent.